Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, pour ce spécial débat. Ce spécial débat est centré sur le parti Ensemble de Moïse Katumbi. Et nous avons la bouche autorisée de ce parti. Nous allons parler de tout, tout ce qui concerne ce parti, la gestion des ambitions, pourquoi Ensemble est resté dans l'union sacrée. Nous allons parler des questions aussi personnelles, la loi Tani. Tout ce que vous attendez d'Ensemble et d'Olivier Kamitatou, eh bien, vous aurez les réponses parce qu'aujourd'hui, j'ai cette chance de l'avoir. C'est pas toujours facile, mais aujourd'hui, il est là. Bonne année, Olivier Kamitatou. Bonne année, Hippolyte. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Olivier Kamitatou, la toute première question que les gens se posent, pourquoi Ensemble, le parti de Moïse Katumbi, est resté dans l'union sacrée? Parce que beaucoup de gens s'attendaient à ce que vous quittiez l'union sacrée. Rester ou quitter l'union sacrée, effectivement, c'était un débat. Et je pense que ce débat a été très ouvert, puisque Moïse Katumbi a engagé des consultations et il ne l'a pas fait de manière secrète, à l'ombre des couloirs. Il l'a fait de manière très ouverte et il a engagé ces consultations. Il faut d'abord remonter dans l'histoire. L'union sacrée a été un appel et une exigence et un devoir pour toutes les Congolaises et tous les Congolais engagés en politique, qui à un moment donné ont compris que le pays était en train de stagner, que nous ne pouvions pas avancer dans les attentes et les espoirs du peuple congolais. Et donc nous avions défini à notre niveau un cahier des charges, un agenda. À l'appel du président de la République, nous avons présenté ce cahier des charges et nous avons fixé 3 grands objectifs à cette grande coalition à laquelle nous étions invités. Le premier objectif était la paix et la sécurité dans l'est du pays, à travers tout le pays. Des Congolais mouraient, massacrés dans des conditions abominables, c'en était trop. Aucun résultat en termes de paix, de sécurité, de stabilité, et donc c'était le premier point de ce cahier des charges présenté au chef de l'État lors de ces consultations. Le deuxième point important, c'est la misère, la pauvreté, l'immense précarité du peuple congolais, l'incapacité du gouvernement, de l'État congolais de répondre aux prestations de services sociaux de base minimales, que ce soit l'eau, l'électricité, la santé, l'éducation, les conditions de vie. Nous avions considéré qu'il était important que ce soit à l'agenda, après la paix, la sécurité, le droit à la vie, que cette grande coalition puisse s'intéresser à améliorer les conditions de vie de la population. C'est ça notre combat. Nous nous sommes engagés en politique, non pas pour notre confort personnel, mais pour que les Congolaises et les Congolais puissent vivre dans la dignité. Qu'on puisse quitter cet état de précarité qui nous expose à la moquerie générale en Afrique. Nous sommes les derniers en Afrique, dans tous les indicateurs de développement. Le chef de l'État l'avait compris. Il l'avait fait dans son annonce, invitant tout le monde dans cette coalition. Et le troisième point de ce grand triangle, on s'était dit, des élections. Rappelez-vous d'où nous venons en 2018. Des élections truquées, manipulées, fabriquées, des résultats annoncés à la va-vite, sans même qu'on ait dépouillé les bulletins de vote. Tous les bureaux de vote. Ne pas dépouiller le bureau de vote. Qu'est-ce que c'est que des élections? C'est le jour où 100 millions, ou les électeurs de Congolaises et de Congolais, tous, qu'ils soient riches, pauvres, puissants, misérables, tous ont le même statut en tant que fils et filles de ce pays de choisir librement leurs dirigeants. Et on leur a confisqué cela. Remettre le pouvoir à la portée du peuple. C'était ça le troisième point, en disant « Nous voulons des élections qui soient libres, transparentes, démocratiques, une CENI qui soit débarrassée des scories politiques. Nous voulons réellement que les institutions en charge des élections préparent un processus impartial, crédible, dont les résultats seront opposables à tout le monde. » Voilà notre agenda politique. Et c'est pour ça que nous avons fait acte d'adhésion à l'appel du président de la République. Et cet agenda et ce cahier de charge a été respecté selon vous? Eh bien, des efforts ont été faits. Mais malheureusement, aujourd'hui, le pays va mal. Et c'est la raison pour laquelle il y a eu cette consultation. Entre-temps, des décisions ont été prises, des décisions importantes ont été prises par le chef de l'État, par le gouvernement, par les autorités en charge notamment de l'aspect le plus crucial pour nous, qui est le droit à la vie.
un état de siège a été décrété. Des armées étrangères sont entrées en République démocratique du Congo. On a d'abord invité des Kenyans, si vous vous rappelez. Les forces ougandaises sont entrées, si vous vous rappelez, elles sont toujours là. Des policiers rwandais frappent à la porte pour régenter l'ordre et la sécurité dans une partie du territoire. On s'est dit, cette stabilité si précaire, faut-il la mettre en cause par une crise gouvernementale? Remettre en cause la stabilité des institutions exécutives, quand le pays est en guerre, que des troupes étrangères sont dans le territoire national, nous serions exposés à une critique, nous aurions été blâmés. Nous l'avons compris. Nous avons considéré qu'à ce moment-là, il fallait faire taire nos divergences. Il fallait faire preuve d'un minimum de raison. Ne pas créer une crise politique à l'intérieur d'une coalition. Et je rappelle toujours que l'Union sacrée n'est pas une plateforme électorale. Ça risque de devenir d'ici là. Vous faites une spéculation, ce ne l'est pas aujourd'hui. C'est une coalition gouvernementale autour d'un programme qui a été fixé par toutes les parties prenantes, programme qui a été présenté à l'Assemblée nationale, programme qui est jugé par les Congolais eux-mêmes et par la représentation nationale. Donc, c'est une coalition gouvernementale. Mais qui risque de devenir une plateforme électorale, vu les dernières avancées, la dernière lecture des choses. Je n'entre pas dans cette spéculation. Je vois qu'à l'intérieur de certains partis de cette coalition, il y a des bisbilles, il y a des petites querelles qui indiquent que bon, mais tout le monde n'est pas d'accord. Mais en tout cas, nous ne sommes pas dans une plateforme électorale qui s'appellerait Union Sacrée. L'Union Sacrée a été composée de différentes parties prenantes, partis politiques, pour une coalition gouvernementale autour d'un programme qui a été défendu à l'Assemblée nationale, un programme dans lequel nous avons retrouvé nos préoccupations. Maintenant, est-ce que nous sommes satisfaits de sa mise en œuvre? Mais non, nous ne sommes pas satisfaits. Mais quittez, c'est évident. Je peux vous expliquer qu'on ne crée pas une nouvelle crise, on ne crée pas une crise politique quand des troupes étrangères sont dans un pays. Nulle part au monde ça se fait. Nulle part au monde. Non, c'est pour l'intérêt de la nation que vous restez dans l'Union sacrée. Évidemment. Bien que la population, par exemple, de l'Est, de Béni, de Goma, dise que l'état de siège n'apporte pas de résultats. Aujourd'hui, l'état de siège, nous sommes à sa 17e, je crois, 15e ou 17e ou 18e. Mais entre-temps, imaginez-vous un gouvernement tombé à Kinshasa quand des troupes étrangères sont dans le pays. Imaginez la chose. C'est pas possible. Nous devons nous concentrer sur l'effort pour la paix et la sécurité. Que ce soit les Congolais, que ce soit les pays voisins, que ce soit la communauté internationale, tout le monde nous blâmerait de dire « Ah, nous voulons chercher une nouvelle crise pour aller chercher des nouveaux postes ». Je terminerai sur l'Union sacrée en disant Moïse Katumbi n'a jamais cherché des postes. Nous ne cherchons pas des postes, nous cherchons des solutions. Mais vos ministres sont là. Nos ministres sont là, nous ne sommes pas à la recherche des fonctions ministérielles. On a proposé à Moïse Katumbi d'être Premier ministre. Il a dit non. Je ne peux pas être Premier ministre, ce n'est pas mon ambition. Lui, c'est d'être président de la République. Ce n'est pas une question de rêve. Je veux contribuer, j'amène le meilleur de mes hommes et de mes forces dans cette coalition si elle poursuit les objectifs que nous nous sommes assignés. Et Moïse Katumbi vient de le rappeler à Kisangani. Nous ne supporterons jamais des bêtises. Vous avez parlé lors d'une récente émission de ce huissier qui a été arrêté de la justice. On n'a pas vu les politiques. Le greffier. Le greffier. Mais est-ce que Moïse Katumbi a dit quelque chose? On n'a pas vu les politiques s'élever en 48 heures. Je m'exprime maintenant. Okay. Je m'exprime aujourd'hui. Nous ne sommes pas là pour cautionner des bêtises. Leur âme, c'est du vol. On vole les Congolais. On les dépouille de leur épargne. Le Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat l'ont indiqué. Ce n'est pas une loi, ce n'est pas une taxe, ce n'est pas un impôt. Qu'est-ce que c'est? Dois-je qualifier cela de vol? On vous dépouille de votre épargne, chaque fois que vous entendez la sonnerie de votre téléphone, vous prendre $1. Puisque la commission ECOFIN n'a pas retracé cet argent, où est-il? Qui en est responsable? Qui gère ce rame? C'est une bêtise. Moïse Katumbi l'a dénoncé. Nous ne sommes pas là pour avaliser des bêtises. Nous ne sommes pas là pour avaliser le fait que des hommes politiques, parce qu'ils ont parlé un peu trop fort, puissent être arrêtés. Jacques Ndala est arrêté.
Donc, le patron de la jeunesse d'Ensemble pour la République croupit en prison. Il est éligible à la grâce présidentielle. Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites comme démarche? Parce que la grâce est déjà signée, écoutez, la grâce présidentielle est déjà signée. Les démarches, nous communiquons. Qu'est-ce que je fais pour l'instant sur ce plateau? Nous communiquons. Nous demandons que Jacques Indala soit libéré. Pourquoi est-il maintenu en prison? Pourquoi d'autres qui sont coupables de pires crimes, de vol, de détournement, de corruption, ne sont pas arrêtés, ne sont pas poursuivis, certains sont même relâchés? Et pourquoi lui reste-t-il en prison? Nous ne sommes pas là pour cautionner des manifestations comme à Lubumbashi, où on agresse des manifestants pacifiques. L'usage disproportionné de la force, de la violence, les gaz lacrymogènes, les tirs à balles pour écarter une population qui veut simplement demander que le cas d'un prisonnier soit traité de manière beaucoup plus humaine. Nous ne sommes pas là pour cautionner ces bêtises. Je les dénonce aujourd'hui devant vous, mais je suis partie prenante à une coalition gouvernementale. Cette dénonciation, eh bien, nous devons la porter là où nous siégeons dans des institutions. Vous allez partager le bilan, hein? Vous allez partager le bilan avec... Nous partagerons le bilan au niveau de nos responsabilités. Et je l'ai dit de manière très claire. Ça s'arrête où, ces responsabilités? Nos ministres sont engagés dans un gouvernement, ils sont responsables de leur domaine de travail, que ce soit le ministre du Plan, des Transports, de l'enseignement supérieur, ils sont responsables. Ils seront jugés individuellement, collectivement, mais par rapport à leur travail. Ensemble ne portera pas le chapeau. Et Moïse Katumbi ne portera pas le chapeau d'un échec dont il aura dénoncé, comme aujourd'hui, toutes les dérives. Des choses peuvent se faire qui sont des choses positives. Tout n'est pas négatif, mais nous dénoncerons toujours les bêtises. Ok. La gestion des ambitions, c'est de votre grand parti Ensemble. Il y a eu quelques petits soucis avec Francis Kalombo. On a dit qu'il a quitté, qu'il a traversé et tout ça. Mais dernièrement, je l'ai vu avec vous. Est-ce que Francis Kalombo fait toujours partie d'Ensemble ou comment vous avez arrangé ce dossier? Écoutez, Francis Kalombo devrait répondre lui-même. Bien entendu qu'il fait partie de notre grande famille. Les ambitions politiques, mais c'est quelque chose de tout à fait... Nous sommes dans une démocratie. À l'intérieur même d'Ensemble pour la République, il y a des ambitions qui s'expriment. Comment vous gérez? Il y a des courants, vous laissez les gens s'exprimer librement. Eh bien, c'est cela la qualité d'un parti, c'est de pouvoir gérer ses ambitions. Moïse Katumbi, cette année-ci, vous ne le savez peut-être pas, mais en tout cas, beaucoup de supporters de Mazembe le savent, il est président de TP Mazembe depuis 1997. Nous sommes en 2022. Ça fait 25 ans qu'il dirige le plus grand club de football d'Afrique. Un des plus grands clubs d'Afrique. Parmi les plus grands. Parmi les plus grands. Un club de football, c'est quoi? C'est savoir mettre des talents ensemble. C'est de savoir mettre les hommes qu'il faut et les femmes à la place qu'il faut, où leur talent peut s'exprimer, où ils peuvent le mieux jouer, où ils peuvent marquer pour le collectif. Le premier collectif de Moïse Katumbi, c'est la nation. Nous marquons, nous jouons pour la République démocratique du Congo. Le deuxième collectif, c'est son parti. Il ne faut pas oublier que le parti de Moïse Katumbi est un parti tout jeune. Nous avons à peine 2 ans. Mais nous voulons le meilleur collectif possible. On peut avoir des ajustements dans une équipe. On peut intervertir des joueurs. On doit les mettre là où ils peuvent être les plus efficaces possibles. Et donc, il est tout à fait normal qu'il y ait des ambitions. Tout le monde veut être numéro 9. Tout le monde veut marquer. Il est rare qu'on veuille rester dans la discrétion. Quand on a une ambition politique, on a un ego. Demandez à Guardiola à Manchester City ou demandez à Pochettino au PSG. On doit gérer les égos. Mais les gérer dans le sens du collectif et dans le sens de la nation congolaise. Mais pourquoi vous êtes proche aujourd'hui de Moïse Katumbi? Parce que beaucoup, moi j'écoute cette population, beaucoup disent que vous êtes proche de Moïse Katumbi pour son argent. Moi je ne mange pas les mots, je ne tourne pas autour du pot. Ceux qui sont là, c'est pour l'argent de Moïse Katumbi. Tout simplement. D'ailleurs, il y a une photo qui a été virale, où on vous voyait descendre d'un avion avec des valises. Et beaucoup ont dit que vous êtes devenu porte-mallette de Moïse Katumbi. Ça avait choqué certains et d'autres disent c'est vrai. Comment celui qui a été président de l'Assemblée nationale, ministre du Plan, peut se rabaisser. Moi, je dis vraiment les mots, peut se rabaisser à être porte-parole de Moïse Katumbi. Je vous ai avec moi. Parlez-nous un peu de cette photo. J'aime bien cette photo. Oui, oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous rentrions d'un voyage à l'étranger. Nous sortons de l'avion de Moïse Katumbi. Et cet après-midi, je dois prendre immédiatement Éthiopienne parce que je vais en Europe.
Donc, j'ai avec moi mes bagages personnels. Je n'ai pas le temps de passer par l'immigration, où les formalités administratives ont été faites par le protocole. Un autre avion attend à côté, une ligne régulière éthiopienne. Je descends rapidement de l'avion pour aller prendre l'autre avion qui va décoller. Voilà, ce sont mes bagages personnels, et évidemment, la Talibanie a considéré que je porterais les bagages de Moïse Katumbi. Moïse Katumbi a bien du personnel pour porter ses bagages, et ce n'est pas moi qui vais porter les bagages de Moïse Katumbi. Je n'ai pas à vous rappeler mon passé politique, mais ce jour-là, et c'est bien que vous me permettiez d'expliquer pourquoi je suis dans la précipitation en descendant de l'avion. Parce que l'avion éthiopienne est juste à côté et que j'ai peu de temps pour embarquer, j'embarque le dernier. Et malheureusement, effectivement, cette photo a été prise et le commentaire a été particulièrement fielleux. C'est fiel et très méchant. Mais bon, on s'accommode de la méchanceté en politique. Je n'ai pas répondu à cela. Et d'ailleurs, comment aurais-je répondu en disant, mais attendez, il y avait un autre avion à côté, j'étais en train de descendre rapidement pour monter dans l'autre avion. Maintenant, être porte-parole de Moïse Katumbi, ou être son directeur de cabinet, ou travailler pour son argent. Je vous rappelle un peu notre passé politique. En 2015, avec 6 autres compagnons, et Moïse Katumbi sera le 7e, nous avons quitté le pouvoir. Parlons de Moïse Katumbi. Il dirigeait la province la plus riche de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, on peut en parler. Quand on est gouverneur du Grand Katanga, qui rapporte plus d'1 $ sur 3 dans la caisse de l'État, ça veut dire 3 ou 4 milliards de dollars de chiffre d'affaires, et que vous quittez cette fonction. Je ne connais pas 3 Congolais qui doivent gérer une province qui rapporte autant d'argent, plus que beaucoup d'autres États congolais, et qui, par sa vision, sa volonté, sa conviction, décide de laisser ce mandat, sans aucune garantie, et de le laisser librement. J'étais ministre du Plan, qui n'est pas le plus petit des ministères. C'est la petite coordination de l'action gouvernementale en termes de développement. J'étais ministre du Plan pendant de nombreuses années. J'ai laissé librement mon mandat. Nous sommes partis. Nous avons écrit à 3 reprises au président Joseph Kabila pour lui dire que nous ne supporterions pas une modification de la Constitution aux fins d'un électoralisme qui heurterait la conscience de tous les Congolais. Et nous sommes librement partis. Donc, ce n'est pas pour des questions d'argent que nous sommes partis. Nous sommes partis parce qu'avec Feu Pierre Lumbi, Charles Mwando, Feu Gabriel Kyungu, Père Leram, ils nous ont quittés avec José Ndundo, avec José Ndundo et Lutundula, pardon, Christophe Tundula, José Ndundo et Dani Benza, nous avons décidé de partir. Nous avons quitté nos postes librement. Donc quand on dit on est parti chercher l'argent de Moïse Katumbi, c'est absolument faux. Nous avions d'abord conscience que nous entrions dans une période délicate et qu'il nous fallait être exemplaires. Tout comme nous nous sommes toujours opposés à toute modification de constitution qui viserait à confisquer le pouvoir au détriment du peuple congolais. La loi Tchani, parce que vous parlez de constitution, parce que Tchani se bat bec et ongle pour que cette loi passe à l'Assemblée nationale. Et cette loi, beaucoup disent que cette loi est taillée sur mesure pour empêcher Moïse Katumbi d'être candidat aux élections de 2023. Mais là, je vais d'une façon personnelle, parce que je l'ai déjà dit sur tous les réseaux sociaux, vous êtes métis. Comment vous vous sentez personnellement face à cette loi? Est-ce que c'est une loi discriminatoire? Est-ce que vous vous sentez, Olivier Kamitatou, totalement congolais ou totalement d'une autre nation? Parce que c'est ce qu'on vous reproche. On dit beaucoup que les métis choisissent souvent l'autre partie, pas la partie congolaise. Quand il y a de problèmes, ils se réfugient dans l'autre partie. Alors, est-ce que vous vous sentez totalement congolais? Et si cette loi est discriminatoire, dites-nous pourquoi. Personnellement, hein, comme j'ai un métis avec moi, on parle table sur table. On va garder carte sur table. La première chose, c'est que, vous l'avez dit, cette loi, c'est une modification de la Constitution. On n'entre pas dans le juridisme. C'est des mécanismes extrêmement compliqués que de modifier une Constitution. Cette Constitution est le fruit de
différents accords qui ont permis de retrouver une stabilité globale en République démocratique du Congo. La loi sur la nationalité, ces dispositions ont été adoptées lors de l'accord de cessez-le-feu. Des gens avaient pris les armes pour revendiquer leur nationalité. Nous avons considéré que... C'était à Sun City. C'était à Addis Abeba. Addis Abeba, ok. En juillet 99. Okay. Le pays était divisé, séparé. Des centaines de milliers de victimes. Victimes directes et indirectes. Certains avaient pris les armes pour revendiquer qu'ils étaient congolais parce que d'autres contestaient cette nationalité. Et nous avons trouvé un compromis tout à fait acceptable, de père ou de mère, appartenant à une des communautés qui faisait les frontières de la République démocratique du Congo en 1960. Et de toute façon, nous avions considéré que nous devions être ouverts à toutes les dispositions qui ramènent la paix. Et c'était fait à Addis Abeba. C'était reproduit dans la constitution de transition du 1+4. C'était reproduit dans la constitution adoptée par 85% des Congolais par référendum, peut-être l'acte le plus généreux de tous les Congolais vis-à-vis d'eux-mêmes, un des moments historiques clés de notre pays, ce premier référendum qui a donné une constitution qui prévaut jusqu'aujourd'hui. Je ne reviens pas sur ça, mais les élucubrations de Tchiani voudraient dire qu'on doit réouvrir cela et réengager le pays dans un sentier extrêmement dangereux où on va toujours continuer à se contester, à se quereller alors que nous avons trouvé une solution. Le pays aujourd'hui a besoin de stabilité, il n'a pas besoin d'artifices qui remettent en chantier une constitution laborieusement adoptée et par référendum. C'est le premier point. Le deuxième, notre coutume. Notre coutume. Certaines ethnies de ce pays, communautés, c'est le papa, la branche paternelle, qui revendique la possession de l'enfant et qui lui donne donc ses pleins droits d'appartenir à sa communauté. Les Mongos, les Baluba, les Balubakat, c'est leur coutume qui remonte à des millénaires. D'autres, c'est la branche maternelle, c'est le ventre, c'est le matriarcat. Les Bakongo, le Bandundu, chez Moïse Katumbi, les Babemba, et dans d'autres. C'est matriarcat. Vous voulez arracher un enfant du ventre de sa maman, matrilinéaire, en disant qu'il n'appartient pas au clan de sa maman? Vous voulez arracher un enfant en disant qu'il n'appartient pas au clan de son papa? Vous allez heurter ce qui fonde la diversité, la richesse de la République démocratique du Congo et son unité. D'abord sa coutume, ses traditions, qui remontent à des siècles et des siècles. Monsieur Noël Tchiani veut s'élever, s'ériger en petit Zemmour congolais. C'est inimaginable. Nous ne pouvons pas toucher à cela. Il faut s'en empêcher. Vous parlez des métis. Et c'est là où on dit, finalement, cette proposition, elle tient à un grand désordre. Nous avons 9 pays voisins. Il y a des Congolais et des Congolaises dont les parents sont peut-être centrafricains, un des 2 parents, soudanais, rwandais, burundais, zambiens, tanzaniens, 9 angolais. Le président lui-même l'a dit, le président Tshisekedi lui-même a dit qu'il avait des racines angolaises. Bon, ma foi. Vous allez remettre tout ça en jeu dans un pays qui a 9 voisins, 2 millions de kilomètres carrés, pour un seul homme. On veut l'empêcher d'exprimer une ambition, il ne l'a pas encore fait. Il ne l'a pas encore exprimé pour les années qui viennent, les prochaines élections, mais pour l'empêcher, un seul homme. Vous voulez détruire des coutumes, vous voulez détruire des rapports de bon voisinage, vous voulez détruire des familles qui sont transfrontalières. Tous les peuples qui sont en République démocratique du Congo sont le fruit de grandes migrations africaines. Nous avons trouvé sur le sol congolais, dans la forêt, les Pygmées. Tous les autres sont venus de l'étranger.
Finalement, j'en viens à votre question. Est-ce qu'en tant que métis, vous êtes loyal? Parce que le caractère scélérat de Noël Tchani dans sa loi, dans sa proposition de loi, le caractère scélérat de cette proposition, c'est de combiner la couleur de la peau à la loyauté. Jusqu'où faut-il être noir de peau pour être loyal? Et parce que vous êtes clair de peau, vous ne seriez pas loyal. C'est du racisme pur et simple. Ma loyauté ne peut jamais être remise en question. Le ventre duquel je suis sorti ne peut pas être remis en question. On veut simplement, Noël Tchani veut diviser les Congolais parce qu'il appréhendait un poste de gouverneur. Il avait quelque ambition politique. Eh bien, tant mieux, il faut avoir des ambitions politiques. Mais nous savons derrière qui a financé ce monsieur, qui est venu avec un clou dans sa valise pour se présenter aux élections et qui parade en essayant de détruire ce que nous avons de plus fondamental, c'est ce sentiment d'unité, quelle que soit la couleur de peau que nous avons, nous travaillons pour le Congo, nous gagnons pour le Congo. Voilà ma réponse. Merci beaucoup de cet éclairage. Mais les ambitions, quand même, on connaît la République démocratique du Congo, on ne sait toujours pas ce qui va se passer demain. Et si demain cette loi passait, les gens m'ont dit, les internautes m'ont dit de vous poser cette question, est-ce que Moïse Katumbi soutiendrait Félix Antoine Tshisekedi ou Martin Fayulu? Je ne suis pas dans cette situation. Il faut toujours, il faut toujours savoir, peut-être que vous êtes dans l'union sacrée, donc probablement le premier choix, ça sera Félix Antoine Tshisekedi. Au cours de cette émission, en 20 minutes, vous dressez la première spéculation, et si l'union sacrée se transformait en plateforme électorale? C'est une spéculation, nous ne sommes pas entrés dans une plateforme électorale et c'est une projection dans laquelle nous ne nous inscrivons pas. Okay. Maintenant, vous nous dites, et si la loi Tchani passait, ça voudrait dire que les Congolaises et les Congolais seraient tout à fait aveugles à ce qui convient pour eux de conserver l'unité de ce pays. Vous savez, nous sommes 100 millions de Congolais sur 8 milliards d'habitants, donc pratiquement un terrien sur 100, là, vous les comptez, là, c'est en Congolais, c'est en Congolais. Nous avons à l'étranger les plus grands scientifiques, des hommes et des femmes de grande qualité. Dans chaque famille, nous avons des Congolais qui ont émigré, mais qui se sentent dans l'âme congolais, qui veulent le rester profondément. Quand on parle Congo, ça résonne à leur cœur. Quand ils parlent du Congo à leurs enfants, qui parfois ont même perdu la langue, qui ne veulent pas rentrer, on leur dit non, rentrez au Congo, c'est votre pays, c'est votre avenir, c'est notre avenir. C'est un des pays les plus beaux au monde, si pas le plus beau du monde. Chaque Congolais, chaque Congolaise qui a des racines ici, et je ne cesse de le dire, il faut donner à nos enfants des racines, mais en même temps il faut leur donner des ailes. Les racines, elles sont profondément dans cette terre congolaise. Donc je ne veux même pas aborder cette question, et si, et si, et si. Ok. Maintenant, par l'implantation du parti Ensemble, vous avez commencé à Kisangani, et quel est le programme? Vous allez aller où? Est-ce que, beaucoup disent, est-ce qu'Ensemble irait au Kasaï? C'est vraiment une question que des gens m'ont dit de vous poser, parce que déjà Kisangani, on connaît, c'est une ville ouverte, une ville qui a accueilli Lumumba, qui a accueilli Gizenga, tout le monde. Est-ce que vous serez aussi accueillis partout ailleurs avec le même engouement, avec la même joie? Nous sommes dans un monde de compétition politique. Chacun a son programme, chacun a ses ambitions, chacun a sa vision. On n'est pas là pour chanter le djalelo de qui que ce soit. Nous sommes là pour convaincre les Congolais qu'un autre Congo est possible, qu'un changement est possible. Certes, nous sommes dans une coalition gouvernementale, mais nous voulons faire plus, faire mieux et faire plus vite pour les Congolais. Et nous pensons qu'avec Moïse Katumbi, nous pouvons faire mieux. Nous pouvons faire plus. Et surtout, nous pouvons faire plus vite. Que ce soit dans le domaine du développement, de l'eau, de l'électricité, de l'école, de l'emploi, de la mobilité, de l'agriculture. Nous pouvons faire plus. Nous pouvons faire mieux. Eh bien, nous allons convaincre partout. Et c'est ça l'enjeu de la politique. Ce n'est pas venir planter un drapeau et partir. C'est simplement planter un drapeau, convaincre, animer, rassembler. Et Moïse Katumbi et Ensemble, c'est pour ça qu'on s'appelle Ensemble. On a vocation à rassembler. Et nous irons là où le terrain est le plus difficile pour convaincre qu'un autre Congo est possible. Et au Kasaï. Vous allez aller au Kasaï? Nous n'irons pas nous embourber. Je comprends l'image, je vois l'image. Ok, donc Ensemble va aller... le prochaine étape après Kisangani, ça sera ce sera l'Ouest, ce sera Kikwit.
Okay. Pour le président Moïse Katumbi, pour la cellule d'appui à l'implantation, c'est une cellule d'appui. Donc nous avons un parti aujourd'hui où nous avons des centaines de milliers de personnes qui ont pris les fiches d'adhésion. Nous allons continuer parce que ce qui nous est assigné, c'est de monter à 1 million d'adhérents, ce qui est un chiffre que nous voulons atteindre assez rapidement. Mais ce n'est pas simplement quelqu'un qui vient chercher une fiche ou une carte. C'est quelqu'un qui est convaincu, c'est quelqu'un qui sait pourquoi il porte les couleurs de ce parti politique. Parce qu'il y a un idéal, parce qu'il y a une vision, parce qu'il y a une idéologie, parce qu'il y a un leadership. Et c'est vers ça que nous devons aller. Donc il faut convaincre partout et nous irons partout pour ça. Olivier Kabitatou, comment est structuré Ensemble? Est-ce que le parti Ensemble est un pyramide renversée ou pas? Parce que beaucoup disent que c'est la base qui donne l'impulsion à un parti. Et j'ai l'impression que pour Ensemble, c'est la pyramide normale. Le leadership vient de Moïse Katumbi. Il vient des deux côtés, parce que finalement, Ensemble a une particularité. C'est qu'il y a eu des partis souches. Le G7, vous savez, quand on a créé le G7 avec tous mes compagnons qui nous ont quittés et ceux qui sont encore là, nous avions la vision de faire un grand parti politique. Et Moïse Katumbi a dit non, c'était pas le moment. Nous étions presque en train d'aller vers des élections de 2016. Et quand Joseph Kabila nous a chassés purement et simplement, sans autre forme de procès, sans nous écouter, eh bien, nous nous sommes dit, on fait un parti politique. Il a dit non, il vaut mieux rassembler. On ne va pas rassembler sur un parti, sur quelque chose de partisan. Et il y a eu une plateforme. Donc il y a eu une espèce de, au niveau horizontal, nous nous sommes alignés à différents partis politiques pour créer une grande plateforme pour soutenir la candidature de Moïse Katumbi, qui était malheureusement pénalisé, qui n'a pas pu se présenter. Donc aujourd'hui, nous avons considéré qu'il était temps de faire un parti politique. Donc vos partis sont dissous dans Ensemble. ARC, par exemple, n'existerait plus. Les forces de l'ARC, les forces du PND, les forces de l'ADP se sont intégrées dans un grand parti politique qu'on appelle, c'est pas un mouvement, c'est un parti qu'on appelle Ensemble. Maintenant, nous allons aller le plus loin possible pour porter notre idéal, celui qui nous a guidés à faire le G7. Nous irons le plus loin possible. Vous irez le plus loin ensemble. Voilà, donc je crois que toutes les questions ont été posées. Hein. Il y a encore, la population ne fait que poser de questions. Je ne vois pas, envoyez-moi le papier. Je suis myope comme mon père, donc c'est l'héritage de mon père, je suis myope. Les gens ne font que poser. Dossier Kabound, bilan Fachi et rapport avec Jean-Pierre Bemba. C'est vrai que Jean-Pierre Bemba aussi fait partie de l'Union Sacrée. Oui, tout à fait. Vous avez des bons rapports avec Jean-Pierre Bemba ou Martin Fayoulou? De bons rapports J'ai l'impression qu'après les élections, comme vous avez soutenu Martin Fayoulou, après les élections, Martin Fayoulou restait tout seul. Hein? Non, nous avons des rapports qui sont des rapports harmonisés avec Martin Fayoulou, avec Jean-Pierre Bemba. Je pense qu'il n'y a vis-à-vis de l'un ou de l'autre aucun problème personnel. Il y a des choix politiques, il y a des options politiques qui peuvent être levées, mais je pense que, et je ne peux pas parler en leur nom, que Bemba et Fayoulou et Katumbi ont la même idée, la même ambition pour le Congo. La manière de l'exprimer peut être différente, chacun a sa personnalité, mais cette vision globale qui est de dire nous voulons un Congo riche, fort, grand, prospère, je pense que ces trois acteurs politiques partagent cette vision. La manière maintenant de mettre en œuvre cette vision, chacun a sa méthode. Bilan 3 ans de Fachi. Écoutez, le bilan vous le vivez chaque matin. Après la première année, si je me souviens bien, certains voulaient dépenser de l'argent pour un grand feu d'artifice, imprimer un billet de banque de haute valeur faciale avec le portrait du président de la République. C'était l'euphorie. 2020, c'était l'euphorie. Un an de pouvoir et on voulait dépenser, je crois, 5-6 millions pour fêter... C'était 6 millions. 6 millions pour fêter le premier anniversaire. Pour fêter le troisième, tout le monde se tait. J'ai répondu. Kakabound, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que l'UDPS est en train de creuser sa propre tombe? Je n'ai pas à parler d'un parti qui est dans la coalition gouvernementale. Je ne connais pas les liens, les tenants et les aboutissants de cette querelle qui a démarré, je pense, sur un incident de la route. Est-ce que c'est une crise politique dans un autre parti? Ça ne nous concerne pas. Ça, c'est le problème de l'UDPS, c'est leur cuisine interne. Mon problème à moi, c'est la campagne d'adhésion, c'est de faire ensemble
la plus grande force politique du pays. Comment adhérer ensemble? Parce que beaucoup de gens m'ont dit, est-ce qu'il y a des adresses, est-ce qu'il y a de lieux pour, pour adhérer? Effectivement, donc demain, non, dimanche, je vais effectivement commencer une tournée, expliquer comment on peut adhérer et laisser également la parole à ceux qui veulent adhérer. Parce que finalement, vous avez dit, est-ce que ça vient d'en haut? Non, nous avons une idéologie. Nous voulons partager une vision, mais nous devons écouter également la base. Ceux qui viennent, pourquoi adhèrent-ils au parti ensemble? Quels sont les espoirs, les attentes? Nous voulons écouter tout le monde, mais je dirais et je rappellerai, et nous rappellerons par toute voie de communication où on peut adhérer à cette grande force politique. Je pense, j'ai commencé par une image du football. La réussite de Moïse Katumbi dans le football, toutes choses étant égales par ailleurs, c'est la même réussite que nous ambitionnons dans le monde politique. Dans le monde politique, c'est tout à fait autre chose, mais la même ambition. Ça veut dire être un parti fort, un parti exemplaire, un parti où les règles, la hiérarchie est respectée, mais où les règles démocratiques le sont tout autant. J'ai une intelligence avec moi, je profite de l'occasion. Vous avez cité Zemmour. Est-ce que l'extrême droite française peut avoir la présidence, peut gagner en France aujourd'hui? Parce que Zemmour a beaucoup d'adeptes, de gens qui l'apprécient. Hein. Parce que nous sommes à l'ère du populisme. Pourquoi j'ai comparé, et je fais grand cas de M. Tchani, qui est un petit Zemmour, un Zemmour, allez. Bon. Le populisme est en train de gagner de grands espaces à travers le monde. Pourquoi? Parce que les codes de la politique ont changé. Aujourd'hui, vous avez les réseaux sociaux. Les gens réagissent immédiatement. Ils se projettent parce qu'ils semblent compter chacun dans leur opinion par rapport à une idée précise. Donc c'est une démocratie directe. Et dans la démocratie directe, quand il n'y a pas une interface, les populistes gagnent parce qu'ils réveillent les instincts les plus bas, grégaires. Et ça, il faut le dénoncer. Et c'est pour ça qu'on appelle le monde à revenir à la raison. Il faut qu'il y ait un leadership raisonnable, exemplaire. Ce que veut Moïse Katumbi, c'est une république démocratique du Congo exemplaire. Nous serons exemplaires. Nous n'allons plus traîner au dernier rang de l'indice de corruption mondial, au dernier rang de l'indice de développement humain mondial, au dernier rang de tous les tableaux du doing business. Tous les projets sont en train d'échouer aujourd'hui. Nous devons nous ressaisir. Et ce ressaisissement passera par ensemble. Moïse Katumbi est très actif dans les réseaux sociaux. Est-ce qu'il répond aux gens, il répond aux gens dans les réseaux sociaux, sur Twitter et ailleurs? À défaut d'être très réactif, en tout cas, Moïse Katumbi a près d'1 million de followers sur Twitter. Je pense que dans le monde politique, qu'il soit occidental ou africain, c'est peut-être lui la star. Ça veut dire que sa voix porte. Moïse Katumbi est un homme qui a une très grande empathie, une très grande capacité d'écoute, un très grand cœur, une très grande générosité de cœur. C'est à partir de là. On m'a dit JB, il aime les gens et pas l'argent. Ça, c'est JB qui l'a paraphrasé. Le chanteur. Je ne serai pas dans la poésie, mais en tout cas, Moïse Katumbi aime les gens et les gens le lui rendent bien. Ok. J'ai aussi un sportif avec moi. La CAN, on en parle un tout petit peu parce que cette CAN ici soulève beaucoup de polémiques. On dit que le Cameroun fait tout pour gagner. Il passe par des voies controversées. Commencer par la Covid, par exemple, pour l'équipe de Comores, toute l'équipe a été de Covid, et pourquoi pas, il n'y a pas un seul cas au Cameroun. Alors les gens disent, bon, à la fin, que le Cameroun n'a qu'à gagner cette CAN, et voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez que c'est je tiens d'abord à réussi Autrefois, il y avait des petites équipes et des grandes équipes. On parlait des grandes équipes, le Cameroun, le Nigeria, la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la RDC. Aujourd'hui, les grandes équipes, les grands noms, les belles réputations sont secouées, mises en danger par des pays dont la réputation était plus modeste. Les Comores, la Guinée équatoriale, le Cap-Vert. C'est magnifique, ça veut dire que le sport est en train d'avancer. Il y a encore certainement les scories du passé, les petites tricheries, les petites combines, mais l'image que donne le football à travers cette CAN, c'est que le talent, les talents, le génie est partout en Afrique et qu'il n'y a pas de petite nation. Merci. Et avant de nous quitter, nous aimerons avoir vos impressions sur notre nouvelle chaîne de télévision. Comment vous vous êtes senti ici, l'accueil et tout. Ça va nous faire un peu de bien, quoi. On se jette un peu de fleurs.
Eh bien, je tiens d'abord à vous féliciter parce que vous faites un métier qui est à la fois... Il y a les états généraux de la presse. Voilà, vous faites un métier noble, mais qui parfois est dangereux. Vous êtes passionné de votre métier, comme Peter Tiani, comme d'autres, et je tiens vraiment à vous féliciter parce que cette passion vous coûte. Et les gens ne s'en rendent pas assez compte. Et on nous traite souvent d'être des larbins des politiques, les marchepieds des politiques, on nous insulte souvent par rapport à ça. Mais bon, disons, félicitations, parce que mais c'est un acquis. Ça veut dire que nous pouvons perdre beaucoup, sauf le droit de parler, d'être entendu, et vous nous permettez d'exercer ce droit. Donc je tiens vraiment à vous féliciter pour ça. Et ce studio et cet accueil, je vous en remercie tout autant. Merci mesdames et messieurs. Voilà, merci à Olivier Kamitatou. Bonne année d'ailleurs. Bonne année. Et bon vent ensemble. Et bonne année à tous vos auditeurs et bonne année à tous ceux qui vous suivent. Que cette année soit une année où effectivement chacune et chacun puisse se dire qu'on peut s'épanouir dans ce pays, qu'on peut y être heureux. Et le vœu le plus cher que j'ai, c'est que, eh bien, tout le monde retrouve la fierté d'être congolais. Et que ça ne s'exprime pas seulement par des discours, mais que chaque parent puisse se dire « Mon enfant a un avenir, ma famille peut vivre correctement. Mon vœu le plus cher, c'est que chaque ménage congolais puisse être heureux. Tous les ménages heureux se ressemblent. Chaque ménage malheureux l'est à sa manière. Alors quittons les chemins du malheur et ayons une vue de prospérité pour tout le monde. » Merci Olivier Kamitatou, merci et bonne année encore. Bon vent ensemble, bon vent pour l'implantation de ce parti à travers la République démocratique du Congo. Et nous nous retrouverons très prochainement dans un autre spécial débat. Au revoir. Au revoir.